Nous voici au quai Branly. Nous sommes envahis par son univers dès la rue, avec son mur végétal pensé par Patrick Blanc. Après la palissade de verre, qui donne vers un jardin ouvert indépendamment des horaires du musée, nous voyons enfin l'architecture du musée créée par Jean Nouvel. Le quai Branly porte le nom d'Édouard Branly, né à Amiens le 23 octobre 1844 et mort à Paris le 24 mars 1940. Physicien français, il est l'un des précurseurs de la radio. Le musée a été fondé par Jacques Chirac, un admirateur des arts premiers, le 23 juin 2006. Ce musée est consacré à ces arts, des civilisations extra-européennes. Pour une raison de conservation, le musée a un éclairage faible, ce qui nous met encore plus dans l'ambiance de la collection. Celle-ci est composée de 300 000 œuvres en réserve, avec 3 700 œuvres exposées, avec une rotation de 500 à 600 œuvres chaque année pour inciter le visiteur à revenir, et encore pour des raisons de conservation. Cette visite nous fait rapidement comprendre que leur rapport au temps, à la mort et à la reproduction était totalement différent de la nôtre. Pour eux, la mort n'était pas une fin en soi. Les morts devaient veiller sur les vivants et leur apporter de bonnes récoltes ou de la chance. Ils étaient très matérialistes et donc utilisaient énormément d'objets par bonheur ou chance, par exemple. Ces poupées censées apporter la fertilité à la femme. La différence de culture est encore plus nette lorsque l'on voit que, quand, pour nous, cela serait un sacrilège immoral, décorer des crânes ou se servir des os de leurs défunts est un honneur ou du moins une coutume. Celle-ci est encore censée apporter quelque chose aux vivants. Le musée a une grande collection de masques et de costumes. Cela suit la lignée des incompréhensions des personnes de notre époque. Il utilisait des masques pour représenter des personnages de leur culture, ou bien juste pour faire les récoltes qui, à leur époque, étaient tout un rite, encore une fois protégés par leurs défunts. Notre société vit à 100 à l'heure, alors qu'eux étaient capables de rester pratiquement un an pour faire un masque, par exemple, et ne l'utiliser que quelques heures avant de le jeter. Ce geste montre que malgré l'aspect esthétique que nous pourrions trouver à ces objets de nos jours, ils n'étaient autres que des objets utilitaires, sans être pris pour de l'art à cette époque. J'en viens à mon œuvre favorite, exemple parfait de la mentalité qui régnait à leur époque. Ce masque était utilisé pour des cérémonies, telles qu'un mariage, et mettait plus d'un an à être fait. Le déplacement du masque provoque un souffle qui serait favorable à la croissance des enfants, en plus de provoquer une apparition spectaculaire des motifs de la corolle. En revanche, le contact avec ces objets est très dangereux, et il faut s'en protéger, avec des magies. Et malgré tous ces efforts, le masque sera abandonné à la fin de la cérémonie. Et à l'intérieur de ce musée se trouve actuellement une exposition sur le thème du tatouage. On peut se demander ce que fait le tatouage dans un musée sur les arts premiers, étant donné que les tatouages sont très courants de nos jours et sont une mode. Pourtant, les premières traces d'hommes tatoués datent d'Odzé, l'âme des glaces retrouvée dans les Alpes italiennes datant de 2500 avant Jésus-Christ. À l'époque, quand certaines tribus utilisaient de la terre pour peindre sur leur corps, d'autres étaient déjà entièrement tatoués. Mais cela devait sûrement requérir plus de courage et de patience. Car avant les outils électriques que nous avons de nos jours, les tatouages devaient se faire point par point avec une sorte d'aiguille. Au cours de ces 15 dernières années, le tatouage a évolué et s'est déspécialisé pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui, malgré qu'il ait finalement toujours été présent. Lorsque certains peignent sur une toile, d'autres tatouent sur la peau d'autres gens. Mais l'art reste de l'art. Finalement, cette visite fut très enrichissante, car à l'époque de l'européanisation, les pays se regroupent presque tous aux mêmes habitudes, alors que dans ce musée, nous pouvons voir les origines et la culture de ces autres pays, qui s'étaient fait engloutir dans la mondialisation. Dans cet éclairage sombre avec des éléments que nous ne connaissons pas et qui s'éloignent pour certains énormément de notre vision du monde, le musée a un côté presque glauque. Sur ce sentiment, on peut aisément comprendre la perplexité qu'ont dû endurer les colons ou tout autre colonisateur face à une autre façon de vivre. Avec cela, on est transporté par les objets qui acceptent de partager avec nous leurs souvenirs. Grâce à cette nouvelle culture, je pense pouvoir mieux comprendre le monde, et surtout la civilisation actuelle, car dans le fond, chaque action a une raison et reste basée sur ses ancêtres. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, ce seront des éléments de notre présent qui seront mis dans ce genre de musée, et que des personnes regarderont à travers une vitrine avec les mêmes yeux interrogateurs ou impressionnés que ceux que nous avons eus le jour de notre visite.